je vais rebondir sur votre point de vue sur l'écologie politique. Justement, vous dites dans votre livre que le parti écologiste ou vert n'a le pouvoir finalement qu'en Allemagne. Et pourtant, il propose un programme qui va au-delà de l'environnement. Il propose quelque chose, donc ils sont entrés dans l'écologie politique. Est-ce que vous pensez qu'ils ont tout de même... On a vu hier qu'ils ont fait un score dérisoire. Est-ce que vous pensez qu'ils ont tout de même une légitimité en politique, ou est-ce que vous pensez qu'ils sont condamnés à incarner un certain militantisme qui n'a pas lieu d'être sur la scène politique? C'est une bonne question, ça. Oui, c'est une très bonne question. J'ai fait un débat il n'y a pas longtemps avec Jean-Vincent Placé, qui est donc le sénateur vert, et qui a d'ailleurs admis avec beaucoup d'honnêteté, je trouve, toutes les lacunes du discours écologique. Il y en a une, en tout cas, qui pour moi me paraît un peu rédhibitoire, c'est que si vous avez écouté, si vous avez suivi la campagne, et notamment le dernier meeting au Cirque d'hiver à Paris, il se trouve que j'habite à côté. Alors j'étais dehors dans la rue et j'ai écouté un peu sous la pluie les paroles des intervenants. Les Verts français, ce n'est pas vrai des Verts allemands, hein. Il y a des pays où les partis écologiques sont je dirais, beaucoup plus raisonnables que chez nous. On a parlé du problème israélo-palestinien, de la bande de Gaza, du mariage homosexuel, du droit de vote des étrangers aux élections municipales, etc., etc. Tout sujet, par ailleurs, très important. Mais il y avait quand même une grande absente dans le débat, c'est la nature. Or, moi, j'ai cru naïvement que les Verts, c'était quand même les défenseurs de la nature contre l'expansion industrielle, le bétonnage des plages, des villes, et que c'était quand même des gens qui avaient le souci de préserver les grands équilibres. Et cet oubli de la nature, dans le débat que j'ai eu avec Jean-Vincent Placé, il l'a reconnu, il a dit oui, c'est vrai, nous ne parlons pas aux bonnes personnes, parce que s'il s'agit de concurrencer la gauche ou l'extrême gauche sur ces terrains de prédilection, à ce moment-là, l'électeur, c'est ce qu'il a fait, n'ira pas vers les Verts, il ira vers Mélenchon ou vers Hollande, ou vers Poutou ou vers Artaud. Mais s'il faut avoir une spécificité dans la défense des sites, dans la protection des océans et des montagnes, alors là, effectivement, on a l'impression que le message est brouillé. Et c'est pourquoi, effectivement, le Parti vert en France paraît pour l'instant d'une utilité restreinte. Alors il a sauvé la mise grâce aux accords passés avec le Parti socialiste, mais c'est vrai qu'en Allemagne, les Verts ont d'abord une habitude du pouvoir beaucoup plus grande. Ils partagent dans beaucoup de Länder le pouvoir avec le SPD, voire même avec, dans certains Länder, je crois, dans certains Länder avec la CDU. Et vous savez, partager le pouvoir, c'est accéder aux responsabilités. C'est donc se rendre compte que les enjeux, ce n'est pas simplement pour ou contre l'industrialisation, mais qu'il faut aussi faire sa part à l'économie, qu'il faut aussi s'intéresser au problème des salaires, que la circulation n'est pas en soi un crime, qu'il faut aussi que les gens puissent se déplacer. Donc c'est effectivement avoir une vision un peu plus complexe du réel que le simple dogmatisme. Et j'ai le sentiment qu'en France, mais peut-être cela va-t-il changer, peut-être une nouvelle génération de militants verts est-elle en train d'éclore. J'ai l'impression qu'en France, le principe de réalité a disparu. Et j'en veux pour preuve, c'est que j'ai eu un débat avec Laurence Wisniewski, qui a été l'assistante d'Eva Joly. C'est un ancien juge d'instruction qui a instruit avec elle un certain nombre d'affaires délicates et donc qui a fait partie aussi du comité des Verts. Et elle me l'a dit spécifiquement, elle me dit, moi, au sein des Verts, j'ai un nom, on m'appelle le principe de réalité. Effectivement, la réalité, il y a les valeurs que l'on défend, puis il y a la réalité qui est là, têtue, obstinée, qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main. Et on a le sentiment que dans les dernières années, et en l'absence de Daniel Cohn-Bendit, les Verts se sont enfermés dans un fonctionnement qui est plus sectaire, qui rappelle celui des sectes, d'une secte beaucoup plus que d'un parti politique responsable. Et évidemment, on pense à M. Cheminade qui veut nous envoyer sur Mars, pourquoi pas. Et donc, encore une fois, la punition de l'électeur, elle a été sur ce plan-là, elle a été flagrante. Donc voilà. Alors, faut-il ou non une écologie politique? Personnellement,
moi je verrais plus que chaque grand parti de l'échiquier politique français est un pôle vert qui en quelque sorte permettrait de contrebalancer les impératifs industriels. Mais pour l'instant, je ne vois pas tout à fait l'utilité d'un parti écologique qui soit chemine entre l'extrême gauche ou alors des propositions qui peuvent paraître un peu déraisonnables. Enfin voilà, c'est juste un avis tout à fait personnel. Oui, parce que je pense que, enfin, avant que les grands partis politiques français, comme vous dites, aient un pôle vert, on a encore un peu de chemin à faire, puisque je regardais tout à l'heure les programmes des deux candidats du second tour, et notamment les 18 points de Nicolas Sarkozy, dont le 18e était promouvoir le développement durable, et le premier point était continuer sur la voie du nucléaire. Donc, avant que les idées circulent, on a quand même un peu de chemin à faire, et pour moi, c'était l'avantage des Verts, c'est qu'ils pouvaient promouvoir un modèle de développement durable, non pas comme alternatif, mais vraiment comme un modèle de société qui pouvait avoir ses chances. Bon, on a vu que ce n'était pas l'opinion des électeurs hier soir. Oui, alors là, il y a deux problèmes. Vous soulevez deux problèmes. Le premier, c'est le mot développement durable, qui, à mon avis, n'a pas beaucoup de sens, parce que le mot développement durable a été mal traduit de l'anglais. En anglais, c'est sustainable. Et je pense qu'il y aurait un adjectif qui serait meilleur, c'est compatible. C'est-à-dire que le développement industriel, le développement des sociétés humaines doit rester compatible avec les grands équilibres naturels. Et donc, en ce sens, durable. Vous savez, ce qui dure le plus dans notre univers, malheureusement, c'est les déchets nucléaires. Les couches d'enfants durent, je crois, 70 ans. Les mégots dans la nature durent aussi. Moi, je fais de la montagne l'été. On trouve des déchets qui ont parfois 2-3 ans. C'est tout à fait exaspérant de se balader sur un sentier à 2000 ou 3000 mètres et de trouver des détritus. Donc le mot durable ne me paraît pas très heureux. Mais enfin bon, ça c'est une question de vocabulaire, mais le vocabulaire c'est quand même important. La deuxième chose, c'est le problème du nucléaire. Alors, le nucléaire, qu'est-ce qu'on fait avec le nucléaire? Vous savez, vous avez un polytechnicien qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, qui a été le grand conseiller de Nicolas Hulot. On le voit à TF1 chaque semaine. Là, il donne son avis au journal avec Laurence Ferrari sur la planète. Et lui, c'est un écologiste pur et dur, convaincu du réchauffement climatique. Et il dit, si on veut combattre le réchauffement climatique, pour l'instant, nous n'avons pas d'autre solution que le nucléaire. Parce qu'effectivement, le dégagement de gaz à effet de serre est extrêmement faible avec le nucléaire, au contraire du gaz naturel, au contraire du charbon. Donc c'est un très grand débat que nous n'allons pas trancher ce soir, sur lequel je n'ai pas spécialement de compétences. Et le nucléaire pose le problème terrible de la sécurité. En France, évidemment, l'Agence de sûreté nucléaire a redoublé les procédures de surveillance depuis Fukushima. Au Japon, il s'est passé ce qui s'est passé. Il n'empêche que les Japonais viennent de rouvrir, j'ai vu ça la semaine dernière, 2 centrales nucléaires pour alimenter leur électricité. Le problème, c'est que sortir du nucléaire, comme ce l'est proposé Hollande, c'est long. Et c'est tellement long qu'en Allemagne, Angela Merkel a donc décrété l'année dernière qu'on allait fermer les centrales sur 20 ans. Et c'est le chef des Verts allemands, il a un nom turc, donc je ne l'ai pas en mémoire, qui a dit à la chancelière, c'est un peu pressé. Il faut quand même prévoir un délai. Parce qu'en attendant, que font les Allemands? Ils se chauffent avec le gaz russe, ils font l'électricité avec les centrales à charbon, qui elles, sont extrêmement polluantes. Donc il me semble que pour l'instant, la solution, c'est celle que nous avons en France, c'est un mix énergétique où le nucléaire garde une part prépondérante, on va probablement fermer quelques centrales, et puis l'important, c'est quand même la recherche. Les Suisses vont fermer leurs centrales, mais ils continuent à faire de la recherche sur l'énergie atomique, et ce serait de pouvoir arriver un jour, mais quand? Ça peut être dans 20, 30, 40 ans, non pas à la fission, mais à la fusion nucléaire qui, elle, est beaucoup moins génératrice de déchets. Il se trouve que j'ai visité il n'y a pas longtemps Fessenheim, pas Fessenheim, mais Flamanville. Et alors, ce qui est là aussi étonnant, Flamanville et puis La Hague. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que quand vous interrogez les gens du pays, mais du pays au sens très large du terme, c'est-à-dire dans un rayon de 50 km, ils sont tous de farouches partisans de l'énergie nucléaire.
même s'il y a des petits problèmes à La Hague en raison des déchets, parce que pour eux, c'est une source de prospérité. Mais je pense que là-dessus, il ne faut pas avoir de dogmatisme, il faut voir les choses très pragmatiquement. Si l'on supprime le nucléaire du jour au lendemain en France, nous aurons beaucoup de mal à nous chauffer et puis et à nous éclairer. Et puis les énergies renouvelables posent d'énormes problèmes. D'abord, pour l'instant, en France, je crois qu'elles atteignent 10 à 12% du total. Et on voit, je lisais il y a 2 jours dans Le Monde un article tout à fait passionnant sur les centrales solaires en Arizona, dans l'Utah et la Californie. Le gouvernement américain, dans cette région fortement ensoleillée, a prévu une des plus grandes centrales solaires du monde. Je crois que c'est, je ne sais pas combien de centaines de milliers d'hectares. Sauf que ça pose un problème énorme aux protecteurs de la nature en termes de destruction des espèces, reptiles, tortues, aigles, etc. Donc il y a un conflit absolument incroyable, mais qui à mon avis va se généraliser dans les années à venir entre les défenseurs des énergies renouvelables et les protecteurs de la nature. Et puis les éoliennes, on le sait, ont des effets nocifs notamment sur les oiseaux, qui n'ont pas encore été tout à fait résolus, sans parler du problème esthétique. Et par conséquent, là, nous sommes là dans une période de transition, mais qui peut durer un demi-siècle, sans compter que le grand problème que la science n'a pas su résoudre pour l'instant, c'est le stockage de l'énergie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas la stocker. Et puis les énergies renouvelables ont un problème majeur qui n'est pas encore tout à fait résolu, qui est l'intermittence. Dans des pays à très fort ensoleillement comme l'Afrique du Nord, le sud de l'Europe, le soleil brille 300 à 320 jours par an. Dans le nord de l'Europe, c'est plus problématique. Quant aux éoliennes, on sait parfaitement. Il se trouve que là, j'en ai vu un certain nombre en venant. Elles battaient faiblement, mais je me souviens être allé en novembre dans le nord de l'Europe. C'était le moment où l'hiver n'avait pas encore commencé et tout le parc des éoliennes était au point mort. Donc vous voyez que c'est un défi, c'est un véritable défi pour l'esprit humain. Comment continuer à bénéficier des avantages du progrès, et nous sommes tous heureux d'avoir de l'électricité quand nous appuyons sur l'interrupteur, sans effectivement recourir au charbon, qui est éminemment polluant, au gaz qui est limité, au pétrole dont nous savons qu'il va coûter de plus en plus cher et qu'il va se raréfier, même si on découvre chaque jour de nouveaux gisements, et aux sables bitumineux qui ont, eux, des effets tout à fait délétères sur l'environnement. On a tous lu des reportages sur l'Alberta ou sur ces grands États d'Amérique du Nord, où effectivement l'exploitation des mines à ciel ouvert provoque des dégâts collatéraux. Donc voilà, c'est le grand défi. Donc la France, pour l'instant, dispose d'une maîtrise de la technologie nucléaire. C'est risqué, c'est vrai qu'il y a des risques qu'on ne peut pas se dissimuler, mais en même temps, est-ce qu'il faut tirer un trait là-dessus ? Personnellement, je pense que non. Et d'ailleurs, la gauche l'a dit très clairement, on ferme Fessenheim, mais on garde le reste et on continue à construire Flamanville.